Bonjour à tous les élèves de première qui travaillent sur la littérature d'idées et plus précisément sur les fables de La Fontaine. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le parcours associé aux fables dans votre programme et qui s'intitule « Imagination et pensée au XVIIe siècle ». Nous avons déjà travaillé sur ce sujet dans les fables de La Fontaine, des livres 7 à 9 pour les élèves de première technologique et des livres 7 à 11 pour les élèves de première générale, mais il est maintenant temps d'élargir un petit peu notre champ d'investigation et de découvrir d'autres auteurs que La Fontaine de la même époque et traitant du même sujet. Dans cette séance introductive, je vous parlerai donc des moralistes du grand siècle et je vous invite bien évidemment à mettre la vidéo en pause ou à revenir en arrière quand cela s'avère nécessaire pour vous et surtout à prendre des notes sur ce qui va être dit et qui n'apparaîtra pas forcément sur votre écran. Je commence par quelques rappels sur le contexte culturel du XVIIe siècle. Nous en avons déjà parlé, mais j'y reviens brièvement. Je vais parler d'abord du règne de Louis XIV qui a rapidement affirmé l'ambition d'ériger le royaume de France au rang de première puissance mondiale et qui a considérablement transformé le pays pour en faire une représentation du faste et de l'élégance dont Versailles est sans doute l'image la plus saisissante. Il s'est bien sûr montré soucieux d'être vu lui-même comme le représentant de Dieu sur terre selon le principe de la monarchie absolue de droit divin. Mais Louis XIV est tout le contraire d'un roi austère. Amoureux des arts et des lettres, en particulier de la danse et du théâtre, il a imposé ce style nouveau à la cour de France et est devenu un généreux mécène et protecteur des arts, notamment en créant l'Académie française en 1634, mais aussi en attribuant de généreuses pensions aux artistes de son époque, dont Molière est sans doute le principal représentant. Cette place prépondérante des arts est aussi liée à la redécouverte des œuvres antiques et à la fascination qu'exerce l'Antiquité d'une manière générale sur les artistes du XVIIe siècle. C'est d'ailleurs de cette fascination que naît le classicisme, mouvement qui prône l'imitation des anciens. Né dans le milieu feutré des salons, souvent tenus par des femmes et où se sont aiguisés tous les plus beaux esprits de l'époque, le classicisme prône l'esthétique de l'harmonie en opposition au désordre, l'esthétique de la mesure en opposition à l'excès, l'idéal de l'honnête homme et bien sûr, en respectant toujours la devise « plaire et instruire », en latin « placere et docere ». Après ce bref rappel sur le contexte culturel du XVIIe siècle, il est maintenant temps de découvrir qui étaient ces beaux esprits qui ont tant émerveillé les salons et de parler plus précisément des moralistes classiques en répondant à 3 questions. Qui sont-ils? Que font-ils? Et comment écrivent-ils? Alors qui sont-ils? Eh bien des hommes de lettres, penseurs et philosophes qui portent un regard distancié et lucide sur leurs contemporains, la société de leur époque et la nature humaine en général. Parmi les plus célèbres que nous pouvons citer, La Fontaine bien sûr, auteur de fables inspirées des textes d'Ésope et dont le premier recueil, destiné aux dauphins, est paru en 1668, mais aussi La Bruyère, auteur des Caractères, recueil de maximes, réflexions diverses et portraits inspirés des œuvres de Théophraste est paru en 1688, La Rochefoucauld, auteur des Maximes, un genre littéraire particulier né dans le salon de Madeleine de Sablé, paru en 1665, ou encore Les Pensées de Pascal, un recueil de réflexions diverses paru en 1670 et qui a pour principal objectif de faire l'apologie de la religion chrétienne. Nous pourrions aussi citer Bossuet, Malebranche et Perrault, mais nous aurons l'occasion de recroiser ces moralistes un peu plus tard dans la séquence. Alors que font-ils? Eh bien ils définissent l'honnête homme, et croyez-moi c'est pas une mince affaire puisque regardez la liste de toutes les qualités qu'il faudrait avoir pour être un honnête homme ou une honnête femme, ça marche aussi. Voilà! Il faut être un modèle de vertu, d'élégance et de courtoisie, maîtriser l'art de la conversation, se maîtriser soi-même aussi, maîtriser ses émotions et ses passions, veiller au respect des bienséances, avoir une érudition particulièrement développée et bien sûr une sociabilité codifiée. Tout cela correspond à l'esthétique classique, c'est-à-dire qu'on doit retrouver dans les arts et dans les comportements humains la même chose. Ils pointent aussi, les moralistes, les défauts humains à travers des textes qui visent toujours à être à la fois plaisants et instructifs. On retrouve donc la devise classique « placere et docere ». Comment écrivent-ils? Eh bien tout d'abord en imitant les anciens, vous avez dû le remarquer, les fables de La Fontaine sont inspirées d'Ésope, les Caractères de La Bruyère, des textes de Théophraste. Autre point, ils créent souvent, les moralistes, une œuvre majeure et colossale. Des œuvres colossales car leur écriture est particulièrement longue. L'exemple qu'on peut citer, c'est La Fontaine, premier recueil de fables en 1668, second recueil 10 ans plus tard. L'écriture est donc longue et le résultat volumineux. Ils utilisent bien sûr le registre didactique puisqu'ils visent à transmettre un enseignement et à permettre à leurs lecteurs de réfléchir. L'esthétique fragmentaire est aussi importante. Les fables de La Fontaine sont des textes courts. Les maximes sont carrément simplement des phrases de parfois 1 ou 2 lignes. Les pensées de Pascal peuvent aller de quelques lignes à plusieurs pages, mais guère plus. Cette esthétique fragmentaire est très importante puisqu'elle permet le dynamisme et la diversité, la variété des thèmes abordés.
Et puis on terminera par l'art de la pointe. Pour critiquer les mœurs de leur époque avec le plus de vivacité possible, les moralistes utilisent l'art de la pointe. C'est un procédé littéraire hérité de l'Antiquité qui peut être défini comme un trait d'esprit particulièrement ingénieux et surprenant qui marque le lecteur en levant le voile de la vérité à travers une formule brillante, des associations étonnantes ou un retournement de situation inattendu. La pointe est souvent placée en fin de texte et provoque tant l'amusement que la réflexion. Elle correspond donc encore une fois à la devise classique « plaire et instruire ». Vous êtes maintenant prêt à découvrir ces auteurs à l'œuvre et donc à étudier leurs textes. Notre corpus sera bien sûr centré sur la question de l'imagination et de la pensée et nous veillerons bien sûr à mettre ces textes en relation avec les fables de La Fontaine. Je vous dis à très bientôt pour une première lecture linéaire d'un moraliste du XVIIe siècle.